Alors, avant qu'on commence cette histoire, je vais vous la raconter à la première personne et surtout, je vais vous dire qu'elle est vraiment folle. Non, il n'y a pas de mots, on dirait juste un film le truc. Donc voilà, passons maintenant à l'histoire. Salut Delcor, sache que j'adore tes vidéos et que je voudrais partager une histoire qui m'est arrivée. Et peu importe si les autres ne me croient pas, je m'en fiche. De plus, avec tous les threads d'horreur que j'ai écoutés et vus, ce qui m'est arrivé est très différent. Je m'appelais Clara à l'époque car j'ai changé de nom entre temps. Je suis le genre de fille garçon manqué avec cheveux courts et qui n'a peur de rien. Et donc on me comparait souvent aux garçons. Je vivais au Canada à ce moment-là d'ailleurs. Cette histoire m'est arrivée quand j'étais en première, ou du moins l'équivalent en France. J'avais souvent l'habitude de traîner avec les garçons, et un jour, 2 de mes amis m'ont proposé de les accompagner dans une forêt de nuit. Il y avait d'ailleurs des rumeurs qui traînaient comme quoi elle était hantée. Au début, bien sûr, j'ai refusé, comme n'importe quelle personne avec un minimum d'intelligence. Mais mes amis me connaissaient très bien et ils m'ont proposé 80 $. Et je suis le genre de personne obsédée par l'argent, donc j'ai immédiatement accepté. On avait prévu d'y aller ce soir, comme ça on s'en serait vite débarrassé. On avait rendez-vous à 20 h sur un parking. Vers 19 h 30, je me suis habillé tout en noir. Sweat noir, pantalon noir, chaussures de sport noires. En gros, la totale. Au passage, j'ai quand même pris un petit couteau avec moi. Je suis sorti de chez moi en disant que j'avais une soirée entre potes. Je suis arrivé sur le parking, j'ai attendu quelques minutes et une voiture s'est arrêtée devant moi. C'était Louis et Jules, mes 2 amis. Je suis monté et on est parti. Le trajet a duré 45 minutes environ. Lorsque nous sommes arrivés, nous sommes sortis de la voiture et avons éteint nos téléphones. Il y avait une barrière qui nous arrivait au niveau du ventre qui était devant la forêt. Nous l'avons sauté assez facilement, puis nous nous sommes enfoncés dans la forêt. Nous avons marché pendant 10 minutes avec nos lampes torches, mais il n'y avait aucun bruit. Même pas celui d'animaux ou du vent dans les feuilles. Je commençais donc à me demander si cette forêt était vraiment hantée. On a entendu des branches craquer. On a tous sursauté et mes amis m'ont dit que c'était sûrement un animal. Mais j'ai reconnu le bruit. Ce n'était clairement pas celui d'un animal, mais plutôt celui de pas humain. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette rumeur était sûrement fausse et que quelque chose de pire se cachait dans cette forêt. À ce moment-là, j'étais vraiment pas bien, puis la seconde d'après, j'ai entendu 2 cris. Je me suis retourné brusquement et c'était Louis et Jules qui étaient tombés dans la pente de la forêt. Je me suis immédiatement penché et je leur ai dit d'éteindre leur lampe torche et de faire le moindre bruit possible. Ils n'ont pas forcément compris pourquoi au début, mais au moins ils l'ont fait. Au moment où ils ont éteint leur lampe, on a entendu « Elle est là, on l'a trouvée !» Et malheureusement, juste après ça, c'est le trou noir. Lorsque je me suis réveillé, je ne pouvais pas bouger et j'avais très mal à la tête. Puis j'ai remarqué que j'étais assise sur une chaise en métal avec les poignets attachés dans le dos. Et je ne savais pas depuis combien de temps j'étais assise ici. La pièce était complètement vide et il n'y avait personne. J'ai vite compris que j'étais dans une mauvaise position et que je devais vite partir. Mais au moins j'ai senti que j'avais toujours mon couteau dans la ceinture de mon jogging. Et je l'ai pris puis j'ai commencé à scier la corde de mes poignets. Elle était vachement épaisse donc ça a pris du temps. Puis j'ai réussi à me libérer et j'ai essayé de trouver une sortie. Il y avait une porte et une fenêtre. La fenêtre était la solution la moins risquée que j'ai trouvée. J'ai ouvert les volets et j'ai vu qu'il y avait au moins 5 à 6 mètres de haut. J'ai hésité pendant quelques secondes puis j'ai entendu des pas qui venaient derrière la porte. À ce moment-là, j'ai plus hésité et je me suis suspendu au rebord de la fenêtre avec mes mains. Et j'ai sauté comme ça, mais au moins j'avais réduit la hauteur. Je me suis ramassé comme une merde à l'atterrissage. J'ai couru le plus vite possible. J'ai fait à peu près 30 mètres, donc j'étais plus ou moins hors de vue. Mais au même moment, j'ai entendu le cri d'une femme d'une vingtaine d'années. Sa voix était pleine de rage et c'était à glacer le sang. Après ça, elle a crié une phrase que j'entends toujours encore dans ma tête. Retrouvez-la. Je ne me suis clairement pas arrêté. J'ai couru pour sortir au plus vite de cette forêt. Puis au bout de 5 minutes de course, j'ai vu 2 lampes torches. C'était Jules et Louis. Ils étaient contents de me revoir. Je ne me suis pas arrêté et je leur ai crié « Courez, on est suivis, il faut appeler les flics !» Heureusement, ils se sont mis à courir avec moi et Louis a appelé les policiers. Il leur a dit qu'on était dans telle forêt et qu'on était poursuivis par des gens. L'opératrice lui a dit qu'une patrouille était en route et qu'elle devrait arriver d'ici 5 minutes. Mais lorsque Jules a tourné sa tête, il s'est mis à courir encore plus vite. Il avait une expression de terreur sur le visage. Louis et moi, on a fini par tourner la tête et on a vu 2 mecs à 15 mètres de nous. Ces 2 gars ressemblaient à des colosses. Ils faisaient au moins 2 mètres et étaient hyper costauds. Lorsqu'on les a vus, on était pris de peur et on a couru encore plus vite. On a couru pendant quelques minutes mais qui semblaient vraiment être une éternité. Mais au moins, on a pu voir la sortie de la forêt. On a sauté la barrière et les 2 hommes ont fait pareil. Heureusement pour nous, la police était déjà arrivée, armes pointées sur les 2 hommes.
Ça y est, on était enfin en sécurité. Mais c'est là que je me suis rappelé de la femme. Donc je l'ai dit aux policiers et une patrouille est rentrée dans la forêt avec un chien. Ils sont revenus 10 minutes plus tard avec cette fameuse femme. Au début, je ne voyais pas son visage dans le noir. Mais ensuite, je l'ai reconnue. J'étais tétanisé. Et mes amis étaient carrément bouche bée. C'était Tania, une fille qui avait 1 an de plus que moi au lycée. C'était un vrai pot de colle. Elle n'arrêtait pas de me regarder. À ce moment-là, dans ma tête, j'avais 1 milliard de questions. Pourquoi elle avait essayé de me kidnapper? Qu'est-ce qu'elle allait me faire? Le truc, c'est que j'ai été interrompu dans mes pensées, puisqu'elle s'est libérée de l'emprise des policiers. Et elle s'est mise à me courir dessus. J'avais tellement peur que je n'ai pas réussi à bouger. J'ai juste fermé les yeux en attendant. Puis j'ai senti qu'elle m'a attrapé par le col et là je me suis dit que c'était la fin pour moi. Mais quand j'ai rouvert les yeux, elle était en train de m'embrasser. Tout le monde était vraiment perplexe. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a roulé une grosse pelle avec la langue. Puis un policier s'est rapproché et l'a tiré en arrière. Tania a souri avec un petit rire et elle a dit « Au moins, je t'ai pris ton premier baiser ». À ce moment-là, j'étais rempli de terreur. Mais cette terreur s'est vite arrêtée lorsque je me suis écroulé à genoux par terre. Quelques minutes plus tard, des médecins sont venus me voir. Et au début, ils pensaient que j'étais sous le choc émotionnel. Mais j'ai lâché un énorme cri de douleur. J'avais une douleur insupportable au niveau des jambes. Mes amis se sont précipités vers moi pour voir comment j'allais. J'ai pu voir que Tania essayait de se débattre de l'emprise des policiers. Ils avaient vraiment du mal à la retenir. Et d'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'assez bizarre sur son visage. Elle n'avait pas forcément une expression de quelqu'un qui était content d'avoir blessé sa victime. Mais c'était l'inverse, elle était plutôt inquiète d'ailleurs. Les médecins en sont venus à la conclusion que j'avais les 2 jambes cassées. Suite à ça, ils m'ont emmené directement à l'hôpital et mes parents sont venus et m'ont bien engueulé comme je le méritais. Il m'a fallu 11 mois pour guérir mes jambes puis j'ai déménagé en France à cause du boulot de mon père. Quant à Tania, elle s'est retrouvée en prison vu qu'elle était majeure et elle a été prise pour kidnapping et séquestration. D'après les explications que j'ai eues, elle avait eu le coup de foudre pour moi dès le premier jour qu'elle m'a vu. Et elle me voulait pour elle et rien que pour elle. Je me dis qu'heureusement ce jour-là j'avais pris avec moi mon couteau. Et surtout aussi qu'ils m'ont pas fouillé. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette première histoire. En tout cas, c'est vrai que l'histoire elle est assez folle, on dirait carrément un film. Donc petit disclaimer, que ça soit Thread Horreur, abonné ou Reddit, on saura jamais si c'est vrai. Donc soyez tranquille dans les commentaires. Et bah dans un premier temps, je te dis bravo à toi puisque t'as échappé à Tania, j'ai l'impression une véritable folle. Allez, on va maintenant passer au second Thread Horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Sydney. Elle est tranquillement chez elle et elle fait un peu de tri dans ses affaires. Elle décide donc de mettre en vente une petite robe noire sur Vinted. Au bout d'un certain temps, elle reçoit un message d'une femme qui lui dit qu'elle est intéressée. Toutes les deux discutent et elles peuvent voir qu'elles habitent pas loin l'une de l'autre. La femme lui propose donc de venir chez elle pour voir la jupe. En temps normal, Sydney elle aurait accepté. Elle est jamais tombée sur des gens chelous ou quoi. Mais là, c'est comme si son instinct lui avait dit de pas faire venir cette dame chez elle. Du coup, à la place, elle a proposé à cette personne de se retrouver devant le collège qui est à côté de chez elle. La personne lui dit alors qu'il n'y a aucun souci pour cette rencontre. Sydney va donc devant le collège et l'attend. Suite à quoi, cette personne lui dit sur Vinted qu'elle est également sur place mais qu'elle ne la voit pas. Sydney lui dit que là c'est vraiment bizarre étant donné que elle est sûre d'être devant le collège. Et elle a beau regarder autour d'elle, eh bien il y a personne. La dame lui dit alors qu'en fait elle est devant une salle de sport. Là Sydney comprend que cette personne s'est sûrement trompée de lieu. Car entre le collège où elle se trouve et la salle de sport, il y a une ruelle à traverser. Elle se dit que bon, elle va faire le trajet, que de toute façon ça lui coûte rien. Elle a quasiment traversé toute la ruelle quand un homme s'avance vers elle. Forcément, Sydney se demande ce que ce gars lui veut, puisqu'elle se dit qu'elle est censée voir une femme et non un homme. Il s'avance alors à son niveau et lui demande si c'est bien elle qui doit lui vendre la jupe. Sydney lui dit que oui, c'est bien elle. Là, l'homme lui dit « Est-ce que je peux la voir vu qu'en fait c'est pour ma femme ?» C'est elle qui m'a envoyé ici. Sydney lui dit que ouais, c'est good. Et ils se mettent à discuter un peu à propos de la jupe. Sauf que là, l'homme lui demande si elle peut mettre la robe devant elle pour voir comment ça rend car il est pas sûr que ça va aller à sa femme. Sydney, elle est un petit peu hésitante et elle commence à déplier la jupe. Sauf que l'homme l'arrête directement pendant qu'elle fait ça pour lui dire « Ok, je dois vous avouer que c'est pas pour ma femme, c'est pour moi. En fait, on a un enterrement de vie de garçon et on doit s'habiller comme le genre opposé. » À ce moment-là, Sydney, elle est un petit peu distante avec lui. Elle bug encore sur le fait que ça soit un homme qui vienne la rencontrer alors qu'à la base c'était censé être une femme. À ça, l'homme lui répond qu'en fait c'est sa collègue qui a envoyé des messages à Sydney avec son compte Vinted. Sauf que petit problème,
Sydney, quand elle était devant le collège, elle envoyait des messages sur l'application. Et clairement, de loin, elle pouvait voir qu'il était en train de répondre sur l'application. Ce qui fait que Sydney comprend très bien que ce gars a un compte Vinted avec une photo de profil d'une femme avec le pseudo d'une femme. Le truc, c'est que Sydney a même pas eu le temps de respirer que le gars lui demande s'il peut essayer la jupe. Quand elle entend ça, elle regarde à droite, elle regarde à gauche et elle lui fait « mais on est dans la rue en fait là ». Le gars lui dit alors « non mais c'est pas grave, je vais me cacher derrière le buisson là-bas, ça prend juste 2 secondes ». Elle lui dit que non, ça l'arrange pas du tout. Mais le gars insiste et lui dit que c'est bon, ça y est, ça prend juste 2 secondes. Sydney, elle lui dit « non, c'est bon, moi je suis pressé, j'ai mon copain qui m'attend ». Et là, au moment où elle dit « j'ai mon copain qui m'attend », il a radicalement changé. De base, il était plutôt sympa. Il souriait et il rigolait même. Mais après cette fameuse phrase, son visage s'est renfermé. Il avait un regard noir et il est devenu très sec. Il lui a dit « eh bah ok, si c'est comme ça, on se renvoie des messages sur Vinted ». Et là, il est parti en la laissant seule dans la ruelle. En rentrant chez elle, Sydney l'a bloqué car elle était assez bizarre. Au cas où, elle s'en fout que le gars achète une robe pour lui, c'est pas ça le problème. Mais c'est son comportement qui était bizarre. Puisqu'au moment où il l'a laissé en plan, il a dit une dernière phrase. Oui, de toute façon, je verrai ça avec ma femme si ça lui va ou quoi. Le gars n'était vraiment pas cohérent dans ses propos. Au début, c'est sa femme qui voulait la robe, ensuite c'est une collègue qui envoyait des messages, enfin bref, y a rien qui va dans les propos de ce gars. Du coup, Sydney, elle est vraiment contente d'avoir écouté son instinct et de pas avoir fait venir cette personne chez elle. Car effectivement, qui sait ce qui se serait vraiment passé? Et en tout cas, on le saura pas et tant mieux. Tant mieux parce que ça veut dire qu'il s'est pas passé de dinguerie. D'ailleurs, en parlant de ça, la robe est toujours à vendre. Je déconne, j'en sais rien du tout. Le thread que je vais vous raconter concerne Lisa et son histoire s'est déroulée sur un petit peu plus de 2 mois, entre mars et début mai 2021. Elle veut pas forcément nous décrire le contexte, mais à ce moment-là, elle se trouve dans une sorte d'internat. Et malheureusement, ils n'ont pas le droit de sortir sauf les week-ends. Le 8 mars 2021, Lisa intègre cet établissement et apparemment personne ne semble se connaître. Donc au fur et à mesure des jours, des liens se créent avec différentes personnes. Une semaine après leur entrée là-bas, ils font ce qu'elle appelle leur premier terrain. À ce moment-là, Lisa s'est bien intégrée mais elle s'entend mieux avec la jante masculine. Et justement, dans ce groupe composé de garçons, il y en avait un qui se nommait Marius. D'ailleurs, en parlant de Marius, il y a une chose à savoir sur lui. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, voire même très peu. C'est plus le genre de gars qui est un fin observateur. Il est plus le genre de personne qui analyse constamment ce qui l'entoure pour savoir dans quel milieu il évolue. Bref, les premiers mots qu'il a dit à Lisa, c'est qu'elle devait arrêter de fumer. Et c'est seulement lors de leur 3e terrain qu'ils se sont réellement parlé. Lisa, ayant un problème au niveau des jambes, il s'y est intéressé avec beaucoup d'engouement, en lui posant beaucoup de questions à leur sujet. Au début, Lisa, elle trouve que c'est vraiment cool de sa part qu'il s'inquiète autant pour elle. Après ça, ils ont continué à parler une bonne partie de la soirée au coin du feu. Marius lui a même montré des photos de tous ses animaux. Certains étaient malheureusement décédés. À ce moment-là, Lisa, elle se dit que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et quelques jours plus tard, un vendredi, Lisa doit se rendre chez le médecin à pied pour ses satanées jambes justement. Et Marius a demandé à sa famille de la conduire là-bas. Ah oui, Marius il a l'air vraiment sympa, en surface seulement. Après ça, Marius a follow l'Instagram de Lisa et il s'est mis à lui envoyer des messages auxquels elle répondait avec plaisir. Puisque à ce moment-là, c'est vraiment son pote. Sauf que Marius n'arrêtait pas de lui dire qu'il n'était pas quelqu'un de bien. Il lui dit qu'il est méchant, voire même diabolique, et qu'il faut vraiment se méfier de lui. Sauf que Lisa, elle le croit pas, ayant elle-même une estime assez basse de sa personne. Elle passe son temps à se dénigrer et à également dire aux autres qu'elle est pas si gentille qu'elle n'y paraît. Du coup, elle a décidé de pas prêter attention à ce que Marius lui dit. Un peu plus tard, Marius a avoué ses sentiments envers Lisa. Mais elle se dit que c'est trop tôt, et en plus de ça, elle ressent rien d'autre pour lui que de l'amitié. Du coup, elle décline sa demande assez gentiment, et sa demande était de se mettre en couple juste pour voir ce que ça pouvait donner. Elle lui a donc dit qu'elle voulait juste rester amie avec lui, et à ce moment-là, il a l'air de comprendre. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à lui envoyer des messages comme quoi il est vraiment quelqu'un d'horrible. À propos de ça, il y a une chose qu'elle ne comprend pas, Lisa. À l'écrit, il lui parle énormément, mais en face d'elle ou même avec ses amis en commun, il ne dit pas grand chose. Il se contente généralement de regarder ce qui l'entoure.
Des fois, elle se demande même si c'est bien la même personne qui lui envoyait ces gros pavés. Et un jour, elle a osé lui demander pourquoi il se trouvait méchant, chose qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Et c'est là que Marius lui a montré son vrai visage. Tout d'abord, il lui a parlé de ses animaux. Tu te souviens les animaux que je t'ai montrés en photo? Eh bien, il y en a certains qui sont morts et d'autres qui ont disparu. Mais tu ne connais pas les vraies raisons. Marius lui a avoué que parfois, parmi tous les animaux qu'il possédait, il choisissait un élu et qu'il l'assassinait lentement. La raison, vous allez me demander pourquoi? Eh bien, il lui a dit qu'il voulait voir les capacités de l'animal à se défendre. Il voulait analyser le temps qu'il mettrait à mourir et enfin, son grand truc, c'était de pratiquer la dissection sur les corps. Il voulait absolument connaître leur anatomie sur le bout des doigts, ça le passionnait. Là, Lisa lui dit que son comportement est très bizarre. Mais en fait, elle est pas sûre qu'il lui dise la vérité. Mais à ce moment-là, il va lui dire une autre chose qu'elle va trouver encore pire que ce qu'il vient de lui dire. Il lui a avoué qu'il faisait une fixette sur elle et que depuis qu'elle avait son problème de jambe, il était fortement intéressé par son cas. Et son désir le plus fou serait de lui arracher les jambes pour étudier comment elles fonctionnent. Toute cette petite conversation s'est passée par message. Et à ce moment-là, Lisa est dans le train qui la ramène vers l'internat. Après avoir fini de lire ses messages, elle a fondu en larmes. Elle ne savait pas quoi faire, sachant qu'il n'arrêtait pas de lui envoyer des messages. Des messages de plus en plus gore d'ailleurs. Lisa a juste mis son téléphone sur silencieux et elle a essayé de réfléchir. Finalement, elle a appelé l'internat. Au bout du téléphone, elle a un homme et elle lui explique toute la situation. Il l'a rassurée et il lui a dit qu'il sera là à son arrivée. Le soir même, Lisa a été changée de chambre et elle est passée à l'étage supérieur afin que Marius ne puisse plus savoir dans quelle chambre elle dort. Et le soir même également, tous les résidents ont été rassemblés afin de leur confisquer tout ce qui pourrait servir d'objet contendant. La semaine qui a suivi, il a continué d'envoyer des messages sur Instagram à Lisa et elle a fini par le bloquer. Marius a été convoqué par les supérieurs de l'établissement et il a nié les faits. Il leur a dit qu'il voulait juste faire passer un petit test à Lisa. Il voulait lui confier quelque chose de faux pour voir si c'était une personne fiable. Mais personne n'a cru à sa version. Vu les antécédents qu'il avait, apparemment bof pour cette version-là. Mais mine de rien, rien n'a été fait de plus. Dès que Lisa se retrouvait à côté de lui ou bien dans la même pièce, elle se sentait tellement angoissée que des larmes coulaient sur ses joues et elle se sentait à deux doigts de s'évanouir. Il la regardait très souvent avec un petit sourire en coin, mais il ne lui a plus jamais adressé la parole. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, on saura pas si c'est vrai ce que Marius lui a dit à propos des chiens et de ses jambes ou quoi, mais bon, apparemment, selon les supérieurs, il a certains antécédents qui fait que ça pourrait être vrai. Du coup, je pense qu'on peut qualifier une chose, c'est que cet homme est un FDP. On va pas dire les termes parce que sinon YouTube, tu connais, il va me sanctionner comme ça là. Alors que pourtant, c'est pas moi qui ai fait du mal ou quoi. Mais bon, bref, on va espérer que ce que Marius lui a dit n'est pas vrai du tout. Et qu'au final, effectivement, c'était pour lui faire passer un test. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Fanny à l'époque. Pour vous donner le contexte, Fanny est une personne non binaire. Mais au moment des événements, elle s'identifiait comme une femme. Au moment des faits, elle a 16 ans et elle habite à Trois-Rivières, une ville au Québec. Fanny habite avec sa mère, son beau-père et ses deux petits frères. Tout commence quand elle a rencontré son copain. À ce moment-là, elle a 16 ans et lui en a 23. Alors oui, elle sait qu'elle est mineure à l'époque et lui majeur. Mais l'histoire n'a rien à voir avec son copain. Ils passent beaucoup de temps ensemble et ils s'aiment beaucoup. Au même moment, Fanny vit l'enfer à l'école. À un point où elle a dû arrêter d'y aller. Elle a beaucoup de stress et il s'est passé un événement qui l'a poussée à quitter tout simplement le lycée. De plus, comme tout ado de 16 ans, elle ne s'entend pas très bien avec sa mère ni son beau-père. Fanny a décidé avec son copain qu'après quelques mois de relation, ils iraient trouver un appartement et habiter ensemble. Sur internet, ils ont effectivement trouvé l'appartement idéal. Le lendemain, ils sont partis le visiter. Arrivés là-bas, ils rencontrent le propriétaire qui habite le logement du dessous. Les amoureux font le tour de l'appartement et le propriétaire leur informe qu'il n'est là qu'une semaine sur deux, puisqu'il a la garde de ses enfants une semaine sur deux. Et l'autre semaine, eh bien, il va chez sa copine. Le couple lui demande s'il y a un autre locataire dans l'immeuble et effectivement, il répond que oui et c'est un gars super calme. Fanny et son copain prennent l'appartement et signent directement les papiers et emménagent environ un mois après.
L'appartement qu'ils viennent d'emménager n'a pas été habité depuis 2 ans. La première semaine où ils se sont installés, ils ont commencé à entendre de la musique très forte tard le soir. Le couple en a donc parlé au proprio et lui a transmis le message de ne pas mettre de musique à cette heure-là. Mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. L'unique voisin a commencé à écouter des matchs de hockey super forts et il a crié après les joueurs encore plus fort. Sauf que un soir, Fanny et son copain, ils en peuvent plus. Et ils décident d'appeler la police. Mais la police l'a juste averti et lui a demandé d'arrêter de crier. C'est ce qu'il a fait. Fanny est de nature très curieuse et elle a commencé à se poser des questions sur le voisin. Les deux amoureux ne l'ont jamais vu. Il ne sort jamais de chez lui et il ne commande rien. Là, Fanny, elle se dit mais comment il fait pour se nourrir ou même pour sortir ses poubelles? Des questions plutôt banales mais bon, elle a laissé couler et n'a pas approfondi la question. Les mois suivants, Fanny et son copain n'entendent plus rien du tout. C'est tellement silencieux qu'ils se demandent s'il est encore en vie. Quand un jour, elle est à l'appartement car elle est malade et ne peut donc pas travailler. Elle se trouve dans son lit quand d'un coup, elle entend un énorme boom. Puis par la suite, elle entend des meubles bouger. Mais le truc, c'est que les meubles semblent se diriger vers un point. Et ce point, c'est l'entrée de l'appartement du voisin. Leur voisin a littéralement barricadé sa porte principale. Et il a mis une affiche devant sa porte principale qui disait « Passez par l'arrière ». Fanny se dit alors « Ok, c'est très bizarre ». Elle ne se pose pas plus de questions mais reste à l'affût car elle sent que quelque chose cloche avec son voisin. Après ça, son voisin a commencé à crier après ses chats. Et Fanny a même pu entendre qu'il lançait ses chats sur le mur et qu'il criait « Sors de ce corps, enfant de Satan !» Une fois ou deux par jour, le voisin a commencé des crises. Il frappait partout dans son appartement. Il crie au meurtre en disant que Satan a envahi sa maison. À partir de là, Fanny et son compagnon ont fait une plainte à la police. Mais ça n'a rien donné de concluant. Ils en ont donc parlé au propriétaire et ce dernier leur a dit qu'effectivement ça le dérangeait aussi. Et ça le dérangeait tellement que même ses enfants quand ils venaient chez lui n'arrivaient plus à dormir tellement ils avaient peur. Le propriétaire a donc pris la décision de le mettre à la porte et de lui laisser 1 mois pour partir. Le premier jour du mois suivant, le voisin vient cogner à leur porte à 5 h du matin. Là, le voisin leur a dit « Hé, t'as le numéro du proprio ?» Le copain de Fanny lui dit alors « Bah ouais, pourquoi ?» Le voisin énervé leur dit « Bah parce que je veux payer le loyer en fait ». Ce à quoi le copain de Fanny répond « Bah non, puisque de toute façon t'es censé être déjà parti, donc arrange-toi tout seul avec lui ». Juste après avoir dit ça, il lui a claqué la porte au nez. Le voisin est parti quelques temps, puis le couple entend qu'il est revenu toquer à leur porte. Mais cette fois-ci, il ne toque pas avec les mains, il toque avec une énorme batte de baseball. Le copain de Fanny se précipite pour voir ce qu'il se passe puisque les coups semblent venir de leur balcon. Balcon qui est également connecté au balcon du voisin. Et là, effectivement, ils peuvent le voir sur le balcon. Il est torse nu et il tape partout avec sa batte de baseball. Là, pour le couple, ça en est trop et ils décident d'appeler la police. En même temps, ils décident de rester près de la porte qui mène au balcon. Mais bien évidemment dans un angle où le voisin ne peut pas les voir. Ils peuvent entendre le voisin qui est en plein délire. D'un coup, il se met à crier « Arrête de parler de ma mère! Tu ne commences pas à insulter ma tante !» Clairement, à ce moment-là, Fanny nous dit que le gars est complètement déconnecté de la réalité. Tout ça se passe à 5 h du matin et à 8 h, Fanny doit aller travailler. Et accrochez-vous bien, la police est arrivée à 7 h 30. Ce qui fait que ce gars a tapé partout et a crié partout pendant 2 h 30. Fanny a eu très peur qu'ils défoncent le balcon et qu'ils viennent chez eux pour s'en prendre à eux. Elle informe les policiers qu'il est rentré dans son appartement et ils vont l'interpeller. Les policiers parlent avec lui et prennent la déposition du couple. Sauf que Fanny, elle les informe que là, il est bientôt l'heure pour elle d'aller travailler, sauf qu'elle a très peur. Son trajet jusqu'au boulot, elle doit le faire à pied. Et elle sent que quelque chose va lui arriver si elle doit y aller là-bas à pied. Le même policier lui propose de l'accompagner jusqu'à la porte qui n'est pas très loin. Fanny sort donc de chez elle et aussitôt elle a mis un pied dehors que son voisin se faufile entre les policiers. Elle ne sait pas comment, mais il va sortir une lame de sa poche. Il se jette sur Fanny et il la plante au niveau de l'omoplate droite. Forcément, Fanny a crié de douleur et s'est évanouie. Après un certain temps, elle s'est réveillée à l'hôpital, confuse, et une infirmière est venue lui expliquer ce qu'il s'était passé. Elle nous épargne certains détails étant donné que sa convalescence physique et émotionnelle était très dure pour elle. Un peu plus tard, Fanny et son copain ont appris que le voisin était en fait atteint de schizophrénie et que vu ce qu'il avait fait, il allait être placé dans une sorte de prison pour ceux qui ont commis un crime sous l'emprise d'une maladie mentale. Pour Fanny, ça fait maintenant 4 ans que ces événements se sont déroulés et maintenant elle se porte quand même beaucoup mieux. Mais ça lui arrive quand même de faire quelques
cauchemar à propos de cette journée-là. Et surtout, ce qui l'a aidé à avancer dans ce processus, eh bien c'est qu'elle n'habite plus la même ville. Bon, elle a quand même une dernière crainte, c'est que le gars la rattrape et se venge encore une nouvelle fois. Voilà, c'est ainsi que se termine ce second thread d'horreur. Eh bien Fanny, ou le prénom que tu utilises maintenant, j'espère que ça va mieux pour toi. En tout cas, c'est ce que tu as écrit sur Reddit, donc j'espère que c'est le cas. Puisqu'effectivement, je pense qu'on peut comprendre que subir ce genre de traumatisme, ça fait pas plaisir. D'ailleurs, cette histoire elle était plutôt bien écrite et du coup je me suis bien immergé dans le truc. Et je me dis que du coup je vais vous la raconter à la première personne. Mais cette chose ne m'est pas arrivée à moi et encore heureux je peux vous le dire. Allez, passons à l'histoire. Cette histoire s'est passée vers la fin de ma première année de lycée alors que j'étais interne. C'était donc au mois de mai, vers le milieu de mon année scolaire 2018-2019. Tout ça dans mon lycée de cordonnerie à Angoulême. J'avais des notes plutôt bonnes pour ma première année de CAP et je m'étais permis de me relâcher un peu. Style vestimentaire un peu dégradé, je me permettais de foutre un petit peu la merde en cours. Bref, je vous fais pas de dessin, je commençais à devenir ce que certains d'entre vous appelleraient une racaille. Par contre, il y a une chose que je n'ai jamais tolérée, ayant moi-même été victime, c'est le harcèlement. Un jour, en défendant assez violemment un autre élève, je me suis fait remarquer par un petit groupe. J'ai d'abord pensé qu'ils se fichaient de moi, mais je me suis vite rendu compte qu'ils semblaient vouloir sincèrement m'intégrer à leur bande d'amis. Faut savoir qu'à l'époque, j'étais pas forcément sociable. Le temps a fait son œuvre et je me suis enfin ouvert au groupe. Seule fausse note, les amis en question étaient ce qu'on appelle de mauvaises fréquentations, ou encore des amis toxiques. Ils ne m'ont jamais exploité ni insulté, et encore moins mis à l'écart, mais on enchaînait les petites bêtises, et on trinquait toujours tous ensemble. Ce qui, à défaut de faire baisser ma moyenne, me donnait de sales appréciations. Pourtant, c'était bien le dernier de mes soucis et on continuait à faire les cons. Fait assez rare dans une bande d'amis, nous étions tous dans le même établissement, mais chacun dans une classe différente. Ce n'était pas un frein pour nous, bien au contraire, puisque nous apprenions tous des choses différentes en cours. Le travail du cuir pour moi, la mécanique pour d'autres, l'art pour certains, ce qui nous permettait de créer au final des pièges et des gags à mourir de rire en y mettant tous notre petit rouage. L'un de nos passe-temps, comme nous étions tous pensionnaires à l'internat du lycée, était d'attendre patiemment les 23 heures pour nous tirer de nos chambres et visiter de nuit les couloirs du lycée. Ça a été assez compliqué à mettre en place, mais un surveillant de nuit très gentil qu'on avait un peu soudoyé nous avait refilé une clé magnétique pour désactiver les portes importantes. Pour entrer dans une salle de classe, on avait tous chippé entre 2 et 4 doubles de clés chacun et on savait par un habit de la bande où se trouvaient les caméras. Comme les examens approchaient et que nos cours allaient être perturbés, c'était peut-être notre dernière semaine tous ensemble à l'internat. C'est pourquoi on a décidé de se faire une dernière sortie nocturne un peu spéciale. Jusque-là, on était toujours sortis en groupe réduit de 3 à 5 personnes pour être plus discret et réduire les risques de se faire prendre. Alors cette fois, c'était qui tout double. Imaginez 11 gugus qui rôdent dans les couloirs de leur lycée alors qu'ils n'ont rien à faire à une telle heure. Avec des lampes, de la bière, des fumigènes. Eh bien oui, on l'a fait. Mais ce qui s'est passé ce soir-là, je pense qu'aucun de nous n'est prêt à l'oublier. Maintenant que les bases sont posées, passons sans plus tarder à l'histoire en elle-même. Nous voici donc le soir venu vers les coups de 22h50. Je sais très bien que mes camarades se préparent tous de leur côté et j'en fais de même avec l'un de mes amis, appelons-le Charlie. Notre troisième colocataire de chambre dort déjà. On fait le moins de bruit possible pour le laisser dormir. On sort doucement dans le couloir où nous attendent déjà 5 de nos camarades et le surveillant de nuit sympathique. Ce dernier nous demande juste d'être un peu plus prudent que d'habitude vu qu'on était plus nombreux. Et il demande aussi qu'on lui ramène un dossier qu'il avait oublié en salle des profs et dont il a besoin. Quand la belle équipe de bras cassés est enfin au complet, on déverrouille la porte magnétique et on descend les 3 étages en passant par les escaliers. En vrai, avec le recul, je me dis qu'on était tellement pas discret que des élèves internes ont forcément dû nous entendre. Du coup, c'est plutôt cool de leur part de n'avoir rien dit. Même si, clairement, ils auraient dû. Ça nous aurait évité de vivre ce qui va suivre. Bref, une fois les portes passées et les caméras évitées, on se sépare en 3 groupes. 2 groupes de 4 personnes et un groupe de 3. Les 2 groupes de 4 dont je fais partie commencent à explorer les lieux, comme d'habitude. Le 3e groupe récupère le dossier dans la salle des profs ainsi qu'une part de gâteau. Ouais, une part de gâteau. Attendez, je m'explique. En fait, il y a eu un pot de départ pour une de nos profs qui partait en retraite et presque tout le personnel a été invité sauf notre très cher surveillant soudoyé, appelons-le Abel. Abel n'a donc pas été convié parce qu'il n'était pas très aimé alors qu'il n'y en a pas 2 comme lui. Et on voulait lui rapporter du gâteau pour le remercier. Et peut-être effectivement le soudoyer encore davantage.
Le groupe de 3 récupère donc le dossier et la part de gâteau et repart en direction de l'internat pour livrer le colis. C'est là que les 3 groupes se séparent et que mon groupe se dirige dans l'aile ouest du bâtiment où se trouve la salle d'une prof qu'on déteste. Il faut savoir qu'elle est germaphobe et qu'elle avait toujours dans sa salle une caisse de gel hydroalcoolique. C'était en 2018-2019, donc les gestes barrières c'était pas encore ça. On prend alors un pot de gel et on graisse totalement le tableau avec. Puis on retire les touches du clavier de l'ordinateur pour les inverser. Et enfin on dispose sur les touches de la néoprène. C'est une colle utilisée en cordonnerie qui sent très fort et qui colle très bien. Puis tout content de notre bêtise, on se barre direction une autre salle pour renouveler les gags. On a fait ça sur environ 3 salles de plus. Et on retourne sur nos pas pour retrouver le groupe de 3 qui a déjà dû effectuer sa livraison. Et qui doit sûrement nous attendre près de la salle des profs pour qu'on puisse poursuivre ensemble. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a quasiment aucune lumière naturelle. Juste les petites lueurs vertes des indications de sortie de secours. Du coup, pour voir où on mettait les pieds, l'un de nous utilisait le flash de son téléphone. On arrive à la salle des profs et on constate que personne ne nous y attend. C'est curieux, mais après tout, ils ont pu rester avec Abel, parler un peu. On se dit que c'est pas la mort de les attendre et on se pose. On regarde des vidéos sur nos téléphones et on se raconte des vannes. Mais le temps passe. 15 minutes, 30 minutes, puis 40. Et on ne voit toujours pas le groupe de 3. C'est plus que louche et on décide de bouger et d'aller voir un peu ce qu'ils deviennent. On emprunte alors les couloirs que le groupe 3 a dû utiliser plus tôt. Et la première surprise. La porte magnétique face à nous ne s'ouvre pas. On a beau lui présenter le pass magnétique de Abel, la porte ne veut rien savoir. On a cru que le pass de Abel était défectueux, alors on tente d'appeler plusieurs fois le groupe de 3 sur différents numéros. Mais rien à faire, personne ne répond. Bon, on se dit que c'est pas si grave et qu'on va passer par une fenêtre du rez-de-chaussée pour rejoindre l'internat en passant par la cour. On descend les escaliers et un ami glisse. Il trébuche et il dévale les marches sur les fesses. Après un petit fou rire, on va aider notre ami qui visiblement n'est pas blessé. Le truc, c'est qu'on rigole un petit peu moins quand on va inspecter les marches. Et ouais, nouvelle surprise. Le truc sur lequel il a glissé, c'est la part de gâteau que le groupe 3 devait ramener à Abel. Suite à notre découverte, il y a un très long silence qui s'installe. Plusieurs trucs ne vont pas, car déjà le groupe 3 n'aurait pas dû passer par là pour rejoindre l'internat. Soit la porte était déjà verrouillée à leur arrivée et ils ont eu la même idée que nous, c'est-à-dire passer par le rez-de-chaussée, soit quelqu'un ou quelque chose les a contraints à descendre. Notre long blanc n'a pas été brisé par l'un d'entre nous, mais par un étrange bruit de fracas semblant provenir de très loin devant nous. On n'a pas cherché à communiquer entre nous. Ça a dû nous paraître évident à tous que nos amis avaient des problèmes et qu'il ne fallait pas faire de bruit pour aller les secourir. C'est donc sans un mot qu'on s'est tous dirigés à allure réduite vers le bruit. Il faut savoir que dès le début de nos premières virées, on s'était tous mis d'accord pour le port d'armes. Chacun de nous avait sur lui une arme blanche ou un objet susceptible de servir d'arme, dans l'anticipation éventuelle d'une mauvaise rencontre. Pour ma part, ce soir-là, j'avais 3 fléchettes de jeu avec chacune une pointe en métal et un couteau pliant type la guiole. Le truc, c'est qu'à un moment, dans le couloir, on a pu voir éparpiller le dossier demandé par Abel. J'ai vu certains de mes amis sortir leurs armes, mais un autre, celui qui se rapproche le plus d'un chef, leur dit de les ranger. Il argumente en disant que nos amis étaient peut-être pas en danger. En vrai, il aurait pu avoir raison. Un surveillant aurait très bien pu nous griller vu notre discrétion légendaire. Et du coup, il aurait sûrement suivi le groupe de 3 qui, dans la panique, se débarrasserait du gâteau et du dossier un petit peu plus loin. Le truc, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment pesant dans l'air. Si bien qu'au final, on a tous sorti nos armes. Tous, sauf Charlie, mon colocataire de chambre. Et bah oui, il m'a dit qu'il avait oublié la sienne dans sa chambre. Sauf que j'ai une bonne mémoire quand il s'agit de faire des bêtises. Je me suis souvenu que l'un de nos amis lui avait prêté une matraque pliante. On a alors poursuivi notre marche le long du couloir, jusqu'à ce qu'on entende des pas précipités venir vers nous. Sans attendre de voir qui débarquait, on s'est tous planqués dans des coins ou des intersections de couloirs et notre chef a éteint le flash de son téléphone, nous plongeant dès lors dans le noir complet. Les bruits de pas approchaient et nos yeux s'habituaient progressivement au noir, juste à temps pour que je puisse reconnaître l'un de mes amis. Il était complètement essoufflé, à bout, et quand on l'a arrêté, il nous a bégayé qu'un type les avait attaqués par derrière et que pour lui échapper, le groupe s'était dispersé à travers toute l'aile du bâtiment. Il était clairement blessé au bras, comme s'il avait été tailladé par une lame. Avec la manche déchirée de son t-shirt, on lui a improvisé une sorte de garrot, bandage et on l'a réfugié dans les toilettes les plus proches en compagnie de l'un d'entre nous et de ses armes. Selon l'ami blessé, les portes électroniques étaient déjà closes quand le groupe de 3 a voulu apporter le dossier et le gâteau à Abel, ce qui n'a surpris absolument personne. Par contre, et là c'est inquiétant, ils ont essayé d'ouvrir les fenêtres sans y arriver. Donc la personne qui se prenait pour notre prédateur avait fait en sorte qu'on ne puisse pas sortir du bâtiment. Et pour ceux qui pensent qu'on pouvait briser les fenêtres, oubliez tout de suite. C'était du double vitrage et on n'était clairement pas équipé pour le défoncer.
et même si c'était le cas, on aurait fait trop de bruit. Bref, après avoir donné les infos qu'il avait, le blessé et celui qui devait veiller sur lui se sont barricadés dans les chiottes pendant que les autres, moi compris, se sont mis à chercher les autres dispersés du groupe 3. On n'a pas pris le risque de se séparer pour éviter de se retrouver en infériorité numérique, surtout qu'on ignorait encore si le prédateur était vraiment seul. On a longé les couloirs durant presque une demi-heure sans croiser personne et enfin on a trouvé les deux autres dispersés du groupe 3, eux aussi blessés, un au visage et l'autre à la jambe. Leurs blessures étaient des entailles comme les premiers et ils nous ont confirmé que leur agresseur avait un grand couteau. Ils s'étaient tous deux cachés dans la salle des imprimantes dont ils avaient les clés. On les a accompagnés jusqu'aux toilettes où ils se sont soignés et on leur a dit d'y rester jusqu'à ce qu'ils aient des nouvelles de nous par téléphone. On a essayé de joindre l'autre groupe de 4 qui continuait sans doute de se balader dans le bâtiment en ignorant tout de la situation. Mais encore une fois, personne n'a répondu. Ils devaient pourtant bien se douter que si on les appelait, c'était pour quelque chose d'important. Donc on a commencé à craindre le pire. Les blessés du groupe 3 se sont mis à l'abri avec l'un d'entre nous chargé de les rassurer voire de les protéger. Et moi, Charlie et un autre ami, on a commencé à courir pour rejoindre l'aile nord où aurait dû se trouver le groupe 2. On a fait de gros détours pour éviter les portes électriques et quand on est arrivé, il n'y avait personne. Juste le portable d'un ami et un peu de sang dispersé dans un couloir. On s'est dirigé au pas de course vers l'aile est, puis l'aile sud où les choses sérieuses commencent enfin. À notre arrivée dans l'aile sud, il s'est passé une bonne dizaine de minutes sans que rien de suspect ne se produise. Sauf que c'était pesant et angoissant. Mon cœur battait plus fort depuis notre arrivée dans cette aile que durant notre course. Comme cité précédemment, on n'était que 3 et on ignorait le nombre exact de prédateurs. Pour ne pas se faire surprendre, on avait fait quelque chose qui va vous paraître stupide. On avançait tous les 3 dos à dos, lentement pour ne pas faire de bruit et surtout arme en main. Ouais, on avait l'air de 3 couillons paranoïaques, mais bon, vu le contexte, c'était justifié. On a avancé dans le couloir 10 longues minutes sans rien voir. Et à un moment, j'ai sursauté quand j'ai entendu, au détour d'un couloir, une sonnerie de téléphone. On a oublié notre formation circulaire et on s'est précipité vers le bruit. C'était bien le téléphone d'un ami du groupe 2. Le numéro entrant était celui de notre pote resté avec le groupe 3 dans les toilettes. On a décroché pour lui dire qu'on avait trouvé le téléphone, mais pas le propriétaire. Il nous a dit qu'il n'y avait pas de bruit ni de mouvement de leur côté, mais qu'ils avaient essayé de passer des coups de fil à la police, aux pompiers et aux urgences, voire même à leurs proches, mais qu'ils étaient automatiquement renvoyés sur des boîtes vocales, comme si aucun téléphone ne captait au-delà des murs du lycée. Je crois qu'à ce moment-là, on s'est tous les 3 sentis un petit peu concon. Pourquoi on n'a pas pensé à appeler la police nous-mêmes ? Bref, on a raccroché avec nos amis, on allait poursuivre les recherches quand une silhouette s'est dessinée face à nous. Sur un coup de panique, on était tous prêts à le planter. Jusqu'à ce qu'on reconnaisse l'un de nos amis. Lui qui avait tant d'assurance d'habitude avait l'air terrorisé. Il avait clairement peur, mais ne semblait pas blessé. Il a essayé de nous raconter ce qui s'était passé d'une voix tremblante que je ne lui connaissais pas. Voilà ce que j'ai plus ou moins compris. Le groupe 2 dont il faisait partie avait commencé à s'aventurer dans l'aile est en premier. Ils avaient déverrouillé les salles des profs les moins appréciées pour refaire la déco en craquant des fumigènes colorés et verser un peu de bière partout. Mais après avoir saccagé ainsi 3 ou 4 salles, ils ont commencé à entendre des bruits bizarres. Le genre de truc qu'on n'est pas censé entendre dans un lycée en pleine nuit. Ils ont d'abord cru que c'était notre groupe qui cherchait à leur faire une farce. Du coup, ils n'ont pas cherché plus loin. Mais ils ont vite capté qu'un truc n'allait pas quand un membre du groupe 2 a essayé d'appeler son frère qui habitait dans la ville. Bien sûr, il n'y est pas parvenu et a essayé de joindre le groupe 3 sans plus de succès. Bref, ça a renforcé leur crainte et ils ont tenté de regagner l'internat. Mais avant même de pouvoir quitter l'aile est, ils sont tombés nez à nez avec notre prédateur. Apparemment, ce dernier les attendait au détour d'un couloir. Tout s'est enchaîné très vite après. Dès qu'ils étaient à sa portée, il leur a bondi dessus et les a lacérés avec un grand couteau. Le plus étrange d'après nos amis, c'était qu'ils n'avaient pas visé des points vitaux, comme la gorge, la nuque ou les artères alors qu'ils l'auraient pu. Non, c'est comme s'ils voulaient faire durer le plaisir. Notre ami n'avait pas pu nous fournir une bonne description de celui qui les avait agressés parce que dans la panique, ils avaient lâché leur téléphone avec les flashs allumés. Mais il décrivait la personne comme quelqu'un de très grand, fin, un homme vu son rire grave, et habillé très bizarrement. On a proposé à notre ami de l'accompagner jusqu'aux toilettes où étaient réfugiés les autres, mais il a décliné la proposition car ses amis du groupe 2 étaient peut-être encore en danger. On s'est donc remis en route pendant qu'on courait. On essayait encore d'appeler les autres mais personne ne répondait au téléphone. On a commencé à entendre des cris qui se rapprochaient, des cris de terreur. Pas ceux de quelqu'un qui te veut du mal. On a accéléré le pas et bien vite on est entré en collision avec 2 autres de nos amis qui sortaient d'un croisement. Ils étaient en pleurs, terrorisés et ils ont même failli nous poignarder avec leurs armes dans la panique. On s'est très vite rendu compte qu'ils étaient poursuivis de très près par quelqu'un.
À ce stade-là, on s'en fichait pas mal d'être discret. Alors on a braqué nos flashs de téléphone sur cet intrus. Il devait presque mesurer dans les 2 mètres. Il était fin, presque maigre. Ses vêtements étaient effectivement très étranges. Il portait un t-shirt très coloré à la manière des clowns. Et il avait un gros nœud papillon très ridicule. Le tout avec un costard noir soigné et un pantalon noir également. Autant vous dire que des fringues très contradictoires, ça donnait un rendu vraiment spécial. Il ne semblait pas porter de perruque, mais ses cheveux étaient teints en rouge vif et il s'était peint sur le visage un maquillage blanc avec des larmes noires. Ce qui m'a le plus fait frissonner était son regard. Ses yeux dans lesquels se lisait clairement la folie. Sans oublier son ignoble sourire et ses dents jaunes. Je vous assure que j'en fais pas trop. Cette personne paraissait vraiment bonne à interner. Et bien sûr, comme s'il n'était pas déjà assez effrayant, il portait bien un couteau de cuisine dans la main. La suite s'est alors enchaînée très vite. Par instinct, nos amis du groupe 2 se sont réfugiés derrière nous et notre prédateur s'est élancé sans prévenir dans notre direction. Je n'ai pas réagi à temps, observant les blessures de nos amis à l'arrière, mais heureusement pour moi, Charlie a réagi au bon moment. Il a d'abord paré le coup de couteau du prédateur avec un premier coup de matraque avant de lui en mettre un second en pleine tête. Waouh, c'était courageux mais pas assez fort pour lui remettre les idées en place. Le clown a vacillé, reculé de plusieurs pas. Il s'est tenu le visage mais semblait loin de s'effondrer. Non, au contraire, ce malade s'était mis à rire. On n'a pas trop cherché à comprendre et encore moins essayé de dialoguer. On s'est mis en garde, arme en main. Il ne s'est pas fait prier et il est revenu nous foncer dessus. La suite, je vais pas trop la détailler. On s'est échangé un bon nombre de coups et on a réussi à le mettre un peu en difficulté, mais faut pas oublier qu'il était seul face à 3 lycéens armés. En tout cas, notre prédateur ne se laissait pas faire. Il esquivait les coups de couteau, il bloquait ou encaissait les coups de matraque, le sourire aux lèvres. Le clown semblait vraiment être préparé à ce genre de situation. Ce n'est que mon avis d'amateur, mais ses déplacements, ses parades, ses attaques et ses mouvements, tout portait à croire qu'il avait suivi un entraînement. Et ce n'est pas tout, j'ai remarqué qu'à plus d'une reprise, notre prédateur avait eu l'occasion de nous porter des coups mortels, mais qu'il n'en avait rien fait. Ce qui m'a conforté dans l'idée que ce grand malade voulait prendre son temps et faire durer le plaisir, comme nous l'avait dit l'un des blessés. Si notre prédateur avait voulu se battre sérieusement dès le départ, mon groupe n'aurait même pas dû retrouver les autres vivants. Et on se serait sans doute fait tuer nous aussi sans rien comprendre à la situation. Cette pensée me terrifiait vraiment, mais je ne pouvais pas me permettre de flancher. Il y avait trop de choses en jeu, car après tout, il ne se serait peut-être pas contenté de ne tuer que nous. Si c'était ce type qui avait la commande des portes magnétiques, il pouvait très bien aller assassiner les autres internes dans leur sommeil après en avoir fini avec nous. Donc faute de trouver d'autres solutions, je me suis battu. J'ai porté chaque coup avec l'intention de tuer, mais sans le moindre succès. On se battait à 4 dans un minuscule couloir bien trop petit pour nous. Alors, comme j'avais l'impression de gêner, je me suis écarté de plusieurs pas et j'ai saisi mes fléchettes de jeu. C'était vraiment pas évident puisque ma cible ne tenait pas en place. Et il y avait aussi mes camarades, je voulais pas les blesser. L'éclairage des téléphones de nos potes à l'arrière n'était vraiment pas top. Mais j'ai réussi à me rendre utile, enfin si on veut. Les 2 premiers tirs se sont plantés dans les murs. Il n'y a que la 3e fléchette qui a fait mouche. Mais au lieu de perforer l'œil du clown, la fléchette s'est plantée dans sa joue. Il s'est arrêté, a ricané, a retiré la fléchette en riant de plus belle. Il a continué de se battre. Moi qui voulais le mettre dans une position de faiblesse, j'avais juste réussi à nous faire gagner un peu de temps. Et un très court répit. Mais on n'a pas baissé les bras pour autant. Le truc c'est qu'on commençait tous les 3 à fatiguer. Surtout que Charlie en faisait plus que nous 2. Il avait beau frapper les jambes et les côtes du clown. Ça le faisait juste rire encore plus et on était encore plus terrifiés. Quant à moi et l'autre ami qui se battait, on avait bien des couteaux. Mais on n'avait pas réussi à lui porter un seul vrai coup. Dès qu'on arrivait quasiment à le taillader, il prenait ses distances. À bout de force, on a tenté un dernier truc. Charlie a profité d'une ouverture pour me pousser brutalement. J'ai pas compris tout de suite pourquoi il m'avait fait ça, mais bon, on venait d'encercler notre prédateur. On était tous à bout de force. Même le clown était dégoulinant de sueur. À la différence qu'il devait s'être préparé à ce genre d'effort et qu'il semblait adorer se battre. Les prochaines minutes allaient être décisives pour nous. On a concentré nos dernières forces sur l'attaque, oubliant presque tous notre défense. J'ai été tailladé à de multiples reprises au bras. Charlie s'en est bien tiré avec une coupure à la joue et des fringues déchirées. Notre camarade, quant à lui, a été tailladé dans le bas du dos. Là, notre prédateur semblait bien embêté. Il ne pouvait pas parer des attaques venant de 3 directions à la fois. Charlie l'a eu plusieurs fois au visage. Mais rien n'y faisait, c'était comme si ce malade ne sentait pas les coups. Au bout du compte, c'est Charlie qui a porté le coup de grâce. En gros, pendant que le clown s'acharnait sur notre camarade qui faisait son mieux pour bloquer le couteau de cuisine, Charlie a arraché une des fléchettes plantées dans le mur pour la planter dans les côtes du prédateur. Je l'ai vu y mettre toutes ses forces et tout son élan pour que la fléchette aille le plus profondément possible.
Le clown a enfin montré un signe de douleur. Il s'est écarté, s'est tenu les côtes, mais ne nous a pas regardé avec mépris. Non, il jubilait, encore et toujours. Il nous a offert un dernier ricanement et s'était lancé dans la direction opposée pour s'enfuir. On a tenté de le suivre, mais il a déverrouillé je ne sais pas comment une porte magnétique qui s'est refermée derrière lui. On est donc vite retourné auprès de nos deux potes du groupe 2, toujours traumatisés par ce qu'on venait de vivre. On a rejoint les autres dans les toilettes en faisant des détours monstres pour éviter les portes magnétiques qu'on ne pouvait toujours pas ouvrir. Et enfin on s'est tous réunis, on a débattu pendant plusieurs heures. De là, une multitude de questions s'est posée. Qui était cet individu? C'était quoi ce gars? Pourquoi ce gars ne nous a pas tués alors qu'il le pouvait clairement? Et maintenant, d'autres questions se posaient à nous. Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant? Quelle serait la marche qu'on devrait suivre? Contacter nos familles? La police? Une ambulance même? Et je vous rappelle que certains d'entre nous sont blessés. Bref, on s'est tous mis d'accord sur le fait que le plus urgent était de regagner l'extérieur, et si possible l'internat. On a pu ouvrir manuellement la fenêtre des toilettes qui donnait dehors. Elle était super étroite, donc obligé d'y aller un à un. On a atterri sur un toit terrasse et on a dû sauter de toit en toit pour regagner le sol. Abel est venu nous ouvrir quand on a frappé à une vitre de l'internat. Il s'inquiétait de nous voir revenir si tard et dans notre état. On lui a raconté en gros la nuit qu'on venait de vivre. Il a accepté de planquer, de faire disparaître pour nous la plupart de nos armes sauf la matraque pliante. On est allé dans nos chambres et on a essayé de finir notre nuit avec plus ou moins de succès pendant qu'Abel appelait le directeur plutôt que la police. Maintenant, la conclusion de tout ça. Avance rapide au lendemain dans l'après-midi quand on a tous été convoqués chez le directeur. On est d'abord passés tous un par un pour donner chacun notre version, qui de toute manière était la même puisqu'on s'était mis d'accord pour dire la vérité, sauf concernant les armes. Et ensuite on est passés tous ensemble. Je vous laisse imaginer la scène. 11 gugus mutilés et soignés à l'arrache par une infirmière qui n'en avait rien à foutre. Le truc c'est qu'on avait tous la même version, comme quand on s'était fait agresser par une espèce de clown tueur. Voilà la version qu'on a dite. Charlie était le seul à avoir pris ses dispositions et à avoir amené une arme, qui s'est d'ailleurs révélée très utile. Bien sûr, notre cher directeur n'a pas cru un mot de notre histoire, comme quoi c'était inventé de toutes pièces et assez mal ficelé. Mais il était d'accord quand même sur certains points. Les blessures que nous avions étaient vraiment réalisées par des lames, et la matraque pliante était dans un piteux état. Il n'a plus douté de notre parole quand il a consulté les vidéosurveillances et qu'il a vu qu'on était coursé par un type correspondant à nos descriptions. Alors oui, je sais ce que j'ai dit plus haut, comme quoi on connaissait les positions des caméras. Mais bon, vous vous doutez bien que poursuivi par ce type, les caméras étaient notre dernier souci. Sur certaines images, on voyait clairement l'intrus tenir un long couteau et s'en servir sur nous. Heureusement pour nous, le combat final n'a pas été filmé car sinon on aurait été grillés avec nos couteaux. Je crois que le directeur a quand même soupçonné certains d'entre nous d'être armés. Mais en l'absence d'images nettes, il ne pouvait rien prouver et a donc gardé le silence. En revanche, on ne s'est pas du tout tiré de tout ça avec seulement quelques punitions. Eh bah oui, vous vous rappelez des salles qu'on a un petit peu décorées? Eh bien, en plus d'avoir été exclu pour sortie nocturne non autorisée, port d'armes illicite, eh bien on a aussi trinqué pour dégradation de plusieurs salles de cours. Évidemment, dans une situation comme ça, le directeur était obligé de faire intervenir la police dans une affaire de cette ampleur. Nos affaires ont été fouillées avec un mandat pour être certain que nous ne cachions pas d'autres armes. Bien sûr, ils n'ont rien trouvé de compromettant, un grand merci à Abel. Le directeur a longuement discuté avec la police pour appliquer lui-même nos sanctions. On a donc été contraints à nettoyer nos bêtises dans les salles qu'on avait saccagées. Bref, après ces 2 bonnes semaines de travaux forcés dans les salles, nous avons été renvoyés dans l'internat pour le reste de l'année, avec la possibilité que notre renvoi s'applique aux années suivantes en fonction de notre comportement à l'avenir. On a été exclus de cours pendant 1 mois mais avec l'obligation de venir en permanence. Charlie, quant à lui, a eu un petit bonus offert par la police. Il a eu le droit à une lourde amende pour le port d'une arme blanche sur un lieu scolaire. Et comme il ne pouvait pas aller en prison à ce moment-là, il a pris 2 mois de maison de redressement. Parce que selon le juge, il n'a pas fait que porter l'arme sur lui. Il a reconnu s'en être servi sur un être humain. Une personne qui, je le rappelle, a quand même essayé de tuer des lycéens. D'ailleurs, en reparlant de ces derniers, la police a eu beau mener son enquête, ils n'ont pas trouvé la trace de ce prédateur. Et le sang qu'il a perdu a été analysé, mais ce n'était pas quelqu'un de connu des services de police, donc retour au point mort. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Bon, la conclusion, elle va être rapide, c'est quelque chose de complètement fou. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle d'Amanda. C'est une jeune fille américaine de 19 ans et qui vit dans un appartement avec 2 colocataires, Matt et Lisa, qui en plus de ça sont en couple. Un soir, la petite bande est partie boire un verre dans un bar qui est réparti sur 3 étages. Pendant la soirée, Matt a couru vers des amis à lui et il s'est mis à discuter avec. Du coup, Amanda et Lisa se dirigent vers le rez-de-chaussée pour prendre leur 2e verre et se mettent à danser.
Lisa dit alors qu'elle doit utiliser la salle de bain et elle se dirige vers le 3e étage. Bon, Amanda elle attend un petit peu et comme Lisa ne revient pas, eh bien elle part retrouver Matt. Ils parlent un petit peu et puis là, un des amis de Matt vient le chercher car Lisa ne va pas très bien. Il lui dit qu'il doit absolument aller la chercher. La petite bande monte au 3e étage et là ils peuvent voir que Lisa s'évanouit devant eux. Matt il se met à paniquer. Et Lisa, elle s'agenouille à côté d'Amanda et prend sa main dans la sienne. Amanda commence alors à dire d'une voix apeurée. Lisa, si tu m'entends, serre-moi la main. Et à sa grande surprise, Lisa va resserrer sa main autour de la sienne. Ce qui fait qu'elle n'est pas inconsciente mais dans un état plutôt bizarre. Quelque temps après, une ambulance arrive et examine Lisa. Sauf que Lisa dit qu'elle en a marre et elle insiste sur le fait qu'elle veut pas passer un samedi soir aux urgences. Elle leur dit qu'elle peut rentrer tranquille à la maison avec Matt et Amanda. Même s'il faut bien se le dire, en fait c'est plutôt Matt qui la porte sur son dos. Les trois jeunes commencent alors à rentrer chez eux. À ce stade-là, Matt est sérieusement grincheux puisqu'il trouve que c'est n'importe quoi. Ils ne sont sortis que 2 heures. Il se met même à demander à Lisa si elle aurait pas pris quelque chose en cachette. Pendant ce temps-là, Amanda elle laisse le petit couple marcher un petit peu plus loin devant. Elle est vraiment perdue dans ses pensées. Elle se sent mal à l'aise. Elle se demande vraiment qu'est-ce que c'était que cette soirée nulle à chier. Quand soudain, 2 gars sont sortis de nulle part. Les 2 gars se mettent à marcher derrière elle. L'un d'eux passe son bras autour de ses épaules et il se met à la tirer vers un buisson. D'instinct, elle arrive à mettre un coup de coude dans le ventre de son agresseur. Et puis hop, elle enchaîne avec un 2e coup dans le menton. Apparemment, le gars ne s'attendait pas à ça et il l'a lâché. Il s'est alors mis à crier « Putain, mais t'es vraiment une salope toi !» Il se met alors à lui siffler dessus et il revient vers elle en courant. Le truc, c'est qu'Amanda est vraiment énervée maintenant. Tout dans cette soirée l'énerve. Elle est réellement prête à se battre. Ah, d'ailleurs, il y a une petite chose qu'elle nous a pas dit. Le truc, c'est que pour une fille, elle est assez grande et assez balèze. Pour vous dire, le gars fait une demi-tête de moins qu'elle. Amanda se met alors à lui crier dessus. « Attrape-moi encore, connard, et moi je vais te botter le cul !» En voyant comment Amanda est énervée, le gars hésite un moment, mais il lui aussi semble vraiment énervé. En voyant la scène, l'ami de l'agresseur est complètement bouche bée. Amanda pense clairement qu'elle a une carte à jouer et décide de dire « Vous voyez le gars là-bas ? Eh bien c'est mon frère. Un mouvement de votre part et on est prêt à se battre et on va vous défoncer. Alors allez-y, donnez-nous une raison de vous défoncer. » Le truc c'est que Matt il est un petit peu plus loin. Et surtout, il est coincé entre le marteau et l'enclume. Puisqu'à ce moment-là, il porte quand même sa petite amie sur les épaules. Et d'un autre côté, il y a quand même Amanda qui est quasiment sur le point de se battre en 1v2. Matt regarde un peu la rue et comme il ne voit personne d'autre, il dépose Lisa devant un lampadaire et il se met à jeter un regard effrayant aux 2 agresseurs. Et comme Matt est encore plus grand qu'Amanda, eh bien ça fait bien flipper les 2 agresseurs. Les 2 gars vont alors les insulter comme jamais et ils se mettent à s'enfuir. Amanda et Matt reviennent en direction de Lisa qui elle n'a strictement rien capté. Elle est totalement dans le coltard. Le groupe de jeunes rentre alors à l'appartement et ils vont se coucher. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette histoire. Alors le petit truc qu'on pourrait se demander si c'est pas ces gars qui ont réussi à mettre quelque chose dans le verre de Lisa. Et en vrai ils voulaient suivre les 2 filles et effectivement faire ce genre de choses. Puisqu'à la base, pendant la soirée, Matt il était pas avec eux, donc il savait pas forcément que les 2 filles étaient accompagnées d'un grand homme. En tout cas, tout se passe bien, Amanda elle s'est pas laissé faire, elle lui a même mis une dérouillée, donc c'est plutôt cool. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Capucine et celle de son copain Jordan. Le petit couple a 18-19 ans et leur histoire s'est déroulée en novembre 2021. Ils habitent dans la même ville mais dans des appartements différents. Allez, le contexte étant posé, on peut rentrer dans le vif du sujet. Un soir de novembre, Capucine est en soirée avec des amis à elle. Et lorsqu'elle est en soirée, eh bien elle aime bien boire. Mais le grand problème c'est qu'elle aime boire, sauf qu'elle tient pas à l'alcool. Ce qui fait qu'après quelques bières, eh bien elle est plutôt joyeuse. Mais elle nous dit qu'elle est encore parfaitement consciente et lucide. Juste bon, elle est vraiment très euphorique. Vers 3 h du matin, ça y est, Capucine se dit qu'elle doit rentrer chez elle. Le problème, c'est qu'elle se trouve quand même à 5 km à pied de chez elle. Elle sait qu'elle aurait pu rentrer toute seule chez elle à pied. Mais ses amis l'ont vue un petit peu trop joyeuse. Et ils l'ont empêchée de rentrer seule. Sur le coup, elle râle un peu car ça l'embête. Et surtout, elle veut pas embêter Jordan, son copain qui, à l'heure actuelle, devrait sûrement dormir. Puisque les soirées, lui, c'est pas du tout son truc.
Elle nous dit qu'il aime pas boire et qu'il aime pas forcément les musiques du style rap ou électro. Son kiff à lui, c'est le rock et le métal. Les amis de Capucine vont alors appeler Jordan et il répond. Au ton de sa voix, on peut clairement entendre qu'il fait un peu la gueule, mais il semble comprendre totalement la démarche de ses amis et il les remercie. Le truc, c'est que lui aussi, il habite à environ 5 km. Mais il est arrivé plutôt vite, environ 20 à 25 minutes. Puisque oui, il est venu en courant à 3 h du matin. Capucine, elle est totalement impressionnée et elle se dit qu'il est vraiment trop investi dans sa sécurité. Ils se mettent alors en marche pour rentrer. Sur le chemin, il lui fait un peu la morale sur l'alcool vu que lui n'aime pas du tout ça et surtout il déteste les effets de l'alcool. Il trouve ça fou de voir des gens arriver à un point où ils sont complètement torchés et qu'ils vomissent partout. Bref, tous les deux rentrent en longeant le fleuve qui passe dans leur ville. Là, Capucine voit deux personnes qui marchent vers eux et elle ne remarque pas du tout leur visage. L'un des gars mesure dans les 1,90 m et il a une corpulence plutôt impressionnante. L'autre mesure 1,70 m et il a une corpulence plutôt basique. Soudain, elle sent que le petit gars la tire vers elle et que le grand gars attrape Jordan et essaye de le maintenir en place. Capucine essaye de se débattre, mais le petit gars veut l'emmener avec lui. Elle se met à hurler, elle panique, mais le truc c'est qu'il est 3h30 du matin, alors elle sait que personne ne pourra l'aider. Elle tente vraiment par tous les moyens de s'échapper, mais elle mesure 1,65 m et elle nous dit qu'elle est toute frêle. Elle voit très bien que son copain tente de hurler et que lui aussi se débat, mais le grand gars le bloque. Et pourtant, Jordan mesure quand même 1,85 m et il a une belle carrure d'ours. Il est grand et massif. Capucine le regarde alors en larmes et Jordan croise son regard. Il peut voir qu'elle est vraiment terrorisée. Le truc, c'est que Jordan, il a quand même l'habitude de faire face à ce genre de mésaventures, on va dire. En fait, pour vous expliquer un petit peu, Jordan fait du handball et il joue au poste de pivot. Ce qui fait que généralement, il joue dos au but et il doit pouvoir faire en sorte de se retourner face à un adversaire qui est plus fort et plus costaud que lui. Du coup, il a quand même l'habitude d'affronter des gens coriaces. Ce qui fait que Jordan a réussi à se retourner rapidement et a surpris le grand gars. Il fait alors tomber son agresseur par terre. Jordan se relève très vite et court en direction de Capucine. Malheureusement, le petit agresseur le voit et se met à paniquer. Dans un mouvement de panique, il pousse Capucine dans le fleuve. Là, à ce moment-là, Capucine, elle va avoir une sorte de trou noir. Elle pense que c'est son cerveau qui s'est bloqué car ça l'a choqué. La suite de cette soirée provient principalement des souvenirs de Jordan. Pendant qu'il court vers Capucine, le petit agresseur la jette à l'eau et il s'enfuit en courant. Jordan plonge dans l'eau et la ramène sur la terre ferme. Bon, juste avant de sauter dans l'eau, il avait quand même pris le soin de jeter son téléphone par terre. Capucine ne se souvient que du moment où elle se trouve avec les policiers et les pompiers dans une couverture de survie. Quand elle se réveille, elle peut voir que Jordan parle avec les policiers. Un pompier se trouve près de Capucine et la rassure. Il lui dit que tout va bien et que le comportement de son copain a été héroïque. Elle a alors eu les premiers secours mais elle n'a pas été blessée. Après ça, ils sont allés au poste de police pour faire une déposition. À 6 h du matin, les policiers ont raccompagné le couple chez Capucine. Et Jordan est même resté chez elle. Ils se mettent au lit et elle s'endort sur lui de fatigue et surtout de peur. Là, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal comme mauvaise rencontre. Mais non, ça ne se finit pas là. Le lundi suivant ça, Capucine a repris les cours et Jordan également. D'ailleurs, dès qu'il le pouvait, il l'a raccompagnée chez elle. 2 semaines après ça, Capucine a refait une soirée dans son établissement. Et Jordan tient absolument à venir avec elle pour la raccompagner après. Elle nous avoue que ça la rassure un petit peu, mais bon, normalement, tout devrait bien se passer. Enfin, normalement. La soirée, tout se passe bien et Capucine s'amuse avec ses amis. Jordan, quant à lui, est dans son coin avec son petit t-shirt Green Day et son coca à la main. Bref, il se fait littéralement chier. Mais il avait prévenu Capucine de ne pas s'en faire pour lui. Il est venu juste dans le but de la raccompagner après. Capucine est donc avec ses amis. Elle danse et elle tente d'aller voir son copain. Mais bon, il ne se sent pas à l'aise dans toute cette foule, surtout qu'il y a des gens qui sont quand même bien alcoolisés. Un petit peu de temps après, un mec de la promo de Capucine qui s'appelle Charles vient vers elle. Elle l'a déjà vu dans son amphithéâtre, mais ils se sont jamais beaucoup parlé, sachant qu'ils sont à peu près 150 et bah c'est pas facile. Quand il vient vers elle, il lui propose un verre en lui disant qu'elle en a sûrement besoin, car il a vu qu'elle n'arrêtait pas de danser et qu'elle devait sûrement avoir chaud. Sauf que là, Capucine entend Jordan courir dans sa direction et il lui crie de jeter ce verre. Ça résonne vraiment dans toute la salle. Et encore plus surprenant, Jordan il se met à mettre une énorme patate dans la tête de Charles. Alors là, c'est vraiment la première fois que Capucine le voit comme ça. Il n'a jamais frappé quelqu'un devant elle. Là, il y a un énorme silence dans toute la salle.
Après ça, il y a quelques gars qui attrapent Jordan et qui le plaquent au sol. D'autres prennent Charles à part et l'emmènent dehors. Jordan hurle alors que ce gars a mis un truc dans le verre de Capucine. Là, un autre blanc s'installe, puisque les gens qui le connaissent un peu savent que c'est le mec le plus patient et le plus calme qui existe, sauf quand il y a un petit peu de danger. Des gens commencent alors à sortir dehors pour trouver Charles, mais malheureusement personne ne le trouve. La police est alors prévenue et après un certain temps, ils sont arrivés sur place. Toute la situation a été expliquée. Des analyses ont été faites sur le verre et le contenu du verre. Et effectivement, il y avait beaucoup de somnifères à l'intérieur. Après ça, il y a des petites investigations qui sont faites pour voir si Charles n'est pas vraiment dehors. Et non, il n'est pas là, du coup la soirée s'est terminée plus tôt que prévu. Le lendemain, en cours, des policiers ont débarqué dans sa promo et expliquent qu'ils sont allés voir la direction pour demander l'adresse de Charles et l'administration n'a pas trouvé le nom de Charles plus le nom de famille dans le registre de l'établissement. Ce qui fait que clairement, il y avait un intrus dans la promo. Selon la police, Charles serait sûrement le gars qui a jeté Capucine dans le fleuve. Suite à ça, Capucine n'a plus jamais entendu parler de ce Charles. Et surtout, maintenant, Capucine s'est acheté un truc très pratique. Apparemment, c'est un couvercle que tu mets sur ton verre, comme ça tu bois que ce que tu mets dans ton verre. Ce qui est sûr, c'est que c'est complètement fou comme histoire. Histoire en 2 temps en plus. Surtout avec ce petit rebondissement qui est sympa. Alors attention, pas à vivre ça j'imagine. Bon, en tout cas les petits potes, j'espère que vous avez apprécié ces 2 histoires. Si c'est le cas, vous connaissez le petit pouce bleu. Et si jamais t'étais pas abonné, j'espère que ça t'a convaincu pour le faire. Allez, n'hésite pas à venir sur Instagram et si jamais tu veux plus de vidéos, je t'invite à aller voir une de ces 2 là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.